violence animale, parce qu'on est dans la semaine de loi quand même, et donc avec le gavage. Et je voulais savoir par rapport aux enfants, justement, si aujourd'hui on a des études sur l'influence que ça peut avoir dans l'image qu'ils peuvent avoir de leur aliment, justement, d'où il vient, comment ça se passe. Et tout ce que l'on voit aujourd'hui sur les abattoirs ne fait que renforcer un petit peu les choses. Est-ce qu'on pense que ça peut avoir une évolution? Je crois que les lobbyistes de la viande, eux, ils font attention, puisqu'ils demandent un certain nombre d'études dans le cas scientifique sur l'influence que ça peut avoir. Et je veux savoir si on le ressent déjà dans les classes, notamment, et si vous en rendez compte sur la table des enfants. Et puis c'est une semaine, deuxième question, c'est une semaine européenne. Donc là, vous avez montré un certain nombre d'outils français avec un gros N à chaque fois, national. Vous avez été, donc, en même temps, vous avez cité l'évolution des législations européennes. Bon, on voit bien, et c'est le cas de nos échanges ici, qu'on n'a pas toujours les mêmes perceptions de nos aliments entre les différents pays. Est-ce que vous pensez justement que ce côté un peu flexible de la législation européenne dans le domaine de l'alimentation est une bonne chose, ou alors il faudrait être beaucoup plus coercitif sur le modèle des PNSS que vous avez pourtant dénoncé sur le plan français? Merci. Deux questions fort judicieuses. La première sur les enquêtes. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, je dirais, randomisée. Vous vous rendez compte un petit peu et en même temps de comment les parents, j'imagine, les fédérations de parents, toutes tendances confondues, réagissant au fait que les mômes de primaire vont visiter l'abattoir, alors que, je vais encore ramener ma génération, nous l'abattoir il était en centre-ville, on voyait passer, moi je me souviens à Blois, je veux dire, il y avait les marchés aux bêtes, l'animal était encore présent dans la ville, on se faisait la filiation, donc on distinguait. Bon, je réponds à votre question. J'ai rencontré la semaine dernière Noémie Vialès, qui est une bonne ethnologue, a travaillé sur les abattoirs de l'Adour et elle disait finalement il y a deux types d'attitudes, il y a les zoophages et les sarcophages. Rien à voir avec la politique. Hein. Bon, les zoophages, c'est ceux qui mangent, quand ils mangent de la viande, ils font la filiation à la bête. Et donc, traditionnellement, dans les sociétés qui sont rurales, on sait que l'abattage a lieu, c'est-à-dire qu'il est accepté culturellement. Bon. Et donc, par exemple, j'ai une autre collègue suissesse qui avait fait sa thèse, peu importe, sur les repas de la mort, qui était intéressante, et elle a été juste avant, elle-même est décédée, et avant, prématurément, et a travaillé sur les règles de combat, qui sont des vaches assez... qui se battent, il y a eu même des téléfilms tournés là-dessus. Donc c'est à qui poussera les vaches sont dans un cercle, il faut qu'il y en a une qui est plus forte que l'autre, et la famille dont la vache sort l'autre du cercle a gagné, donc il y a des confrontations style intervillage, etc. Ils ont été les premiers, sur le plan européen, à déposer une reconnaissance, donc c'est des zoophages purs et durs, mais ils veulent qu'on les voit en train de manger leurs vaches, parce que finalement, ces règles de combat, les producteurs ont été les premiers à demander un signe de qualité à c'était AOP, ou je ne sais pas à l'époque, exactement. Et en réalité, ils sont en autoconsommation. Puisque quand ils mangent, il n'y a pratiquement pas c'est une race qui est toute petite, et quand ils la mangent, ils mettent, donc elle avait fait le film dessus et son enquête, on met la photo de la vache, qui bien sûr a un prénom, Marguerite, plus généralement c'est végétal, hein. Et on honore la vache, on est content de la manger. On est content de la manger. Donc c'est-à-dire que zoophage ne veut pas dire culpabilité, vous voyez. Alors que les sarcophages mangent pas c'est ce que tu disais, on mange pas de viande, on mange que du steak haché, on mange pas de viande, on mange que du Big Mac, on mange pas de viande, on mange que des lasagnes ou des trucs, peu importe. Bon. Et c'est là que d'un seul coup, quand il y a une crise qui arrive, quand ça a été les premières crises de la vache folle, c'est là qu'il y a eu le gros problème. Parce que des personnes disaient non, on ne mange pas de voile, on ne mange pas de viande. Et c'est là qu'ils ont eu les problèmes. Bon. Donc, quelque part, les enfants, je réponds à la fin de votre question,
il n'y a pas eu d'enquête, on sait comment on pourrait la faire, mais elle pose trop de problèmes. Par contre, il y a alors pour le coup, dans le PNA, il y a énormément d'écoles, disons, en zone semi-rurale ou rurale, voire en zone urbaine, où on va faire des visites dans des lieux de production, alors qui peut être des caprins, qui peut être des bêtes d'élevage, ça. Et le producteur explique que la viande qu'ils vont manger, par exemple, il y a quelque chose d'assez exemplaire sur les plateaux au-dessus de Beaune, si vous voulez, où les producteurs mouraient avec des suicides, etc. Ils sont en train de relancer une filière et les écoles vont visiter les filières, mais ils ne vont pas jusqu'à l'abattoir. Par contre, chacun mange après à la cantine, une fois par mois, c'est une viande chère, et on mange les veaux qui sont élevés, qu'on recevrait, qui ont permis de territorialiser de l'emploi et de sauver ça. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les coordonnées de tous les gens qui font ça, et c'est extraordinaire. Et là, les mômes, quand ils vont, et on l'a par exemple à Vendôme, quand on a fait le cas aussi, quand les enfants vont visiter une exploitation, le midi à la cantine, quand on mange le fromage de chèvre, alors là, il n'y a pas de gaspillage et on en mange beaucoup. Ça, c'est sûr. Bon. Et quand ils rapportent dans la famille qui disent on va acheter de la viande qui vient de chez monsieur machin, on est allé chez monsieur machin, bon, l'acte de la mise à mort a été occulté, mais on mange et on respecte la viande, c'est-à-dire qu'on a réenchanté l'aliment. On en mange moins sur ses chairs, on en mange moins, mais quand on la mange, on prend plaisir, ça fait sens, etc. Donc ça, c'est important. Hein. Et votre deuxième question, c'était sur l'étranger. Alors rapidement, les personnes les plus d'abord, il y a deux types en schématisant, il y a deux types d'attitudes par rapport aux aliments. Il y a les Méditerranéens et puis, donc, disons, l'Europe issue du puritanisme protestant est rassurée par l'industriel. Plus c'est aseptisé, plus on peut manger. Au contraire, à l'inverse de l'Europe plutôt catholique et méditerranéenne, qui, elle, est rassurée par le small is beautiful, le petit producteur, le terroir, les trucs comme ça. Donc on voit qu'on a deux types de mise en confiance du consommateur qui sont un petit peu opposés. Ce qui se passe en ce moment, qui est très intéressant, c'est que les Anglais sont en train de basculer du côté méditerranéen. Et qu'ils ont basculé, entre autres, dans un système complexe, mais quelqu'un a joué un rôle essentiel dedans, qui est un des cuisiniers, qui s'appelle... oui, bon. Tu me l'as... Attends, Jimmy Oliver. J'avais cru que je n'avais pas entendu ça. C'est quand même Jimmy Oliver. Bon, Jimmy Oliver, qui est le premier qui a plutôt végétalisé la viande. On mange moins de viande, c'est sûr. Jimmy Oliver, il est plutôt de tendance végétarienne, mais il n'est pas végétarien, mais il dit attention, c'est bon, bon. Et il a fait un travail exemplaire dans les cantines. Alors, c'est quand même, ça s'adresse à des clientèles urbaines plutôt à bon pouvoir d'achat, londonienne, grande ville, etc., qui en même temps ont réactivé les marchés, qui existaient pratiquement pas à Londres et qui deviennent maintenant des marchés gigantesques, où vous avez tous les produits de toute l'Europe qui arrivent, et surtout, il a réactivé, par exemple, les filières de production de fromage, parce que les fromages anglais, c'était pas très bon, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, et maintenant, vous mangez des trucs qui sont absolument géniaux. Vous citiez tout à l'heure, c'est toi, le Canada, ça c'est un bel exemple aussi. Il y a eu des éducations au Québec, je me souviens d'avoir expertisé un projet il y a quelques années qui voulait faire de l'éducation alimentaire, j'insiste, hein, avec bien sûr de la nutrition, dans les écoles du Québec. Sauf que les produits, justement, n'existaient pas encore et que ça c'est extraordinaire, c'est que depuis l'école, on a inventé, c'est pas restauré, on a inventé des filières de production de produits de terroir. Et donc ça, c'est exemplaire aussi. Donc ça veut dire il y a plein d'endroits, on ne parlera pas de l'Italie, de la Suisse où ils sont très actifs aussi. En Espagne, ça allait bien, après avec la crise, ça a un peu vacillé, mais ça repart. On voit comment, dans tous les pays européens, je pense que depuis l'école, il s'agit de sensibiliser à ce que le produit, c'est pas la traçabilité du produit, c'est l'histoire du produit, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire avec tout ce qu'on peut donner de sens avec le sensoriel, l'essence et le sensoriel au produit. Voilà. Merci. Alors, il y a la question portera sur l'enfance et après, c'est-à-dire l'adolescence.
dont on sait que c'est une période de rupture, et justement, on va essayer justement de manger, et de manger tout ce qu'on n'a pas pu manger parce qu'on mangeait bien à la maison, hein, sans vouloir caricaturer. Et là, je vois, pour faire participer l'enfant, créer un potager. Alors, je peux vous dire que s'il y a une personne au monde qui ne s'intéresse pas à mon potager, c'est bien ma fille. Hein, vous voyez. C'est-à-dire que, alors on sait qu'il y a des études qui ont été faites hein, sur les adolescents savent qu'ils ne mangent pas bien, ou en tout cas nutritionnellement, qu'ils ne sont pas dans les clous, mais justement, ils le font en toute connaissance de cause, quitte à revenir à un certain âge aux bonnes habitudes, et eux-mêmes vont être des transmetteurs. Donc, mais la question que je voulais poser, c'est, la table des enfants, à quand la table des ados, et quels conseils leur donner, si tant est qu'ils les suivront, bien entendu. Les adolescents, moi je trouve ça, Jean-Pierre pourra en parler mieux que moi parce qu'il a fait beaucoup de travaux dessus, mais les adolescents c'est complexe parce que déjà il y a les filles et les garçons. C'est vraiment, autant chez l'enfant, pas des enfants, je peux m'adresser aux petites filles et aux petits garçons de la même manière, autant une jeune fille et un jeune garçon, les attentes en matière de nutrition, d'alimentation ne sont pas les mêmes. Le garçon constitue sa masse musculaire, il est plutôt dans une attente d'un corps plutôt musclé. La jeune fille est en recherche de minceur. Je caricaturise beaucoup, mais ça fait quand même la différence. Ce qui fait que les jeunes filles se mettent assez tôt sous contrôle volontaire, ce qui nous rend, et Jean-Pierre parlait tout à l'heure des anorexies, c'est vraiment aujourd'hui un trouble du comportement alimentaire qui nous interpelle beaucoup, parce qu'aujourd'hui on voit des petites filles dès 8 ans qui se mettent sous contrôle volontaire. Ça, la pression de la minceur aujourd'hui qu'on a en France nous interpelle. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu les mesures pour demander que les mannequins au moins aient un indice, une certaine morphologie pour ne pas installer une image non physiologique de la femme. Hein. La femme, elle est faite quand même pour avoir des formes, c'est bien. Et voilà, donc l'adolescence c'est compliqué. Pour répondre à votre question, pour moi c'est quelque chose qui demande une communication très particulière. Moi je peux vous parler simplement d'une expérience que j'avais menée avec des adolescents dans des lycées. J'avais créé parce que à ce moment-là j'ai un agenda, et on avait créé l'agenda avec les ados. Et donc on avait fait un questionnaire qu'on avait envoyé dans plein de lycées, on avait eu les retours, et les adolescents ils nous avaient dit oui, moi je veux bien que vous me parliez d'alimentation, mais pas que. C'est-à-dire que l'adolescent il n'est pas aussi uniquement focus sur c'est pas que ça sa vie au quotidien. Et donc quand il nous a fait son retour, parce qu'on l'a édité quand même à 50 000 exemplaires, donc on a eu un bon échantillon, il voulait plus une approche globale. Lui, il a ses problèmes, comment je construis mon avenir, comment le tabac, ou même toutes les questions qui peuvent se poser dans un ordre santé. Et donc, on a dû réadapter complètement notre projet. Et là, au départ, on devait faire quelque chose qui était axé sur l'alimentation, pour lui donner toutes les clés d'une alimentation équilibrée. Il nous a répondu « je veux bien », mais plus dans une approche transversale et globale, et on a fait quelque chose qui était sur toutes ses préoccupations. Et l'adolescent, je pense qu'il a vraiment besoin d'un traité. Il se pose, Jean-Pierre complétera, mais mon ressenti, quand il n'a pas de problème de poids, l'alimentation, c'est de la convivialité, c'est du temps passé avec les copains, il reste très attaché au repas du soir, et c'est un repas auquel il aime bien. Voilà. Mais aujourd'hui, faire un site... Voilà, moi je sens pas ce besoin aujourd'hui. Je suis assez franche parce que c'est un âge d'émancipation, c'est l'âge où la découverte justement est aboutie, c'est un âge, d'affirmation, et c'est surtout, il a plein de problèmes et pas que l'alimentation. Et du coup, ce qui rend la clé d'entrée pour moi plus délicate. Mais tu complètes. Rapidement, la première chose, effectivement Agnès disait, dans les enquêtes qu'on a faites et qu'on peut faire encore, je pense, et je le dis tout de suite parce que c'est ce qui m'embarrassait dans la réponse tout de suite, il y a un livre qui vient de sortir qui est très intéressant sur les ados et les marques,
qui vient de sortir, c'est Louis Madio, enfin, qui est un jeune sociologue. Et j'ai vu que David Le Breton, enfin toute l'équipe de Strasbourg, vient de reprendre au PUF à peu près un colloque aussi qui est là-dessus, mais c'est sorti la semaine dernière. Hein, donc, mais l'autre est sorti, il est diffusé en France, mais c'est un colloque québécois. Enfin, c'est un auditeur québécois, ça s'appelle L'adolescent et les marques. Bon, je sais ça. Et donc vous cherchez Louis Madio et vous trouverez des articles sur le net, vous trouverez des articles sur les marques et l'alimentation, il a bien travaillé sur l'alimentation. Donc ça c'est un phénomène particulier qui est le fait que l'ado, il est sensible aux marques. Alors le produit de terroir, si vous voulez, le produit ça, c'est difficile. Il y a un moment où ils ne sont pas là-dedans, sauf s'il y a ludique, sauf s'il se passe des trucs sur le trottoir, sur le terroir, si on se l'approprie, si c'est un phénomène de groupe, ça. Mais individuellement, il est tellement dans la reconnaissance que le passage par la protection de la marque, quel que soit le type de marque, fait qu'il va peut-être aller dans une sorte de suivisme et d'imitation de ses pairs PAI, il va plutôt aller vers les produits de marque. Donc ça, c'est un vrai problème qui est typique de l'adolescence. La deuxième chose qui va dans le sens de ce qu'a dit Agnès, que moi, quand j'ai travaillé sur j'ai fait une enquête sur le Quick, enfin d'abord Animado, puis après sur Quick, enfin le rapport au burger, etc. Et on continue encore à faire sur les ados après, avec les fromages en portion, enfin tout un tas de trucs, on a fait pas mal d'enquêtes. Hein. Et ce qui est sûr, c'est que les ados sont attachés, alors c'est le paradoxe, ils sont attachés à la notion de repas, ils aiment bien, ils sont attachés à la variété et que la grande inégalité sociale en France passe par l'impossibilité pour certaines catégories dans la précarité, et certains ados le sont, d'accéder à la diversité, mais s'ils pouvaient, ils le feraient, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas totalement dans la malbouffe, même si elle est marketée. Et donc ils ont besoin il y a le côté zappeur et pluriel qui est fort, ça ils le ressentent, mais par contre, donc le repas est important dans tous ces aspects pluriels, mais quand on est au repas, le gros problème, c'est qu'on n'est plus dans la contrainte de sédentarité. Alors la table, oui, mais la table par intermittence. Et le grand point fort de toutes les convivialités qu'ils ont, tous les fast-food, les truck food, les food trucks qui vont arriver, etc., sont l'idée qu'on n'est pas prisonnier spatialement de l'autre. Et qu'on peut aller, pas forcément en s'évadant immatériellement sur son smartphone, hein, parce que finalement on fuit l'autre, mais on est en relation avec l'autre, on quitte la table, on revient, etc. Et que le grand handicap des restaurations collectives, parce qu'on travaille beaucoup au CNA là-dessus, le gros handicap de la bonne restauration collective, Laurent Terrasson vient d'arriver et je pense qu'il pourra confirmer, c'est le fait que quand on est dans un restaurant, mettons universitaire ou de lycée, quand on est à table, on reste à table et qu'on doit finir leur repas avant de foutre le camp. Alors qu'au contraire, quand ils sont à l'extérieur, ou quelle que soit la forme de restauration, c'est pas tellement de la restauration nomade qu'ils veulent. C'est le fait que si j'ai envie, je peux foutre le camp et je peux revenir après. Ils ne baladent pas les produits. Il n'y a que dans les films de publicité que vous voyez se balader avec des burgers dans la rue. Bon, autrement non. Ils vont se poser, ils vont s'asseoir ailleurs avec des gens qui sont choisis, et ça durera le temps que ça durera. Puis après on reviendra, puis on prendra de dessert plus tard. Ça. Et que dans la famille même, on est dans ces logiques d'intermittence. C'est-à-dire que le repas commence à un certain moment, et il y a des séquences où on s'absente, on revient, etc. Mais c'est aussi le résultat de peut-être des adultes qu'ils ont eu en face d'eux, où quand on était à table, il y avait machin qui téléphonait, on sort téléphoner à machin. C'est-à-dire que, et, bon, je trouve que je fais un petit peu d'éducation pour dans des rassemblements pour le forum des grands bébés, enfin tout ce qui est mis le premier jour de la vie. L'un des conseils que je donne aux parents, aux jeunes parents, c'est de prendre l'habitude. On ne reste pas longtemps en contact avec l'enfant, enfin, si on peut rester longtemps, tant mieux, mais quand on est dans la relation d'apprentissage, alors là, le début de l'apprentissage, hein, quand on est dans le début de la diversification et qu'on mange avec un jeune enfant, qu'on soit disponible dans le partage. C'est-à-dire que, quelque part, j'oublie, ça durera peut-être 5 minutes, mais pendant 5 minutes, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'écran, ça conforme ce que tu as dit et ce que tu as dit. C'est-à-dire que, d'un seul coup, tous mes sens, l'odeur, la vue,
la parole, la relation avec le parent ou avec la personne qui s'occupe d'eux doit être une relation intense. C'est pas obligé que ça dure longtemps. Ça a été le problème des éducations antérieures. Quand on était à table, des fois c'était un peu long. Hein, bon. Mais là, le temps, il est uniquement pour parler de l'aliment et pour en profiter et pour le partager. Et que donc, ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. Et c'est finalement ce qu'ils aiment quand ils sont dans le fast-food, finalement, ou dans certains endroits. Si y a le smartphone, ça, ils vont aller. Mais quand on est dans la relation et quand on leur dit pourquoi tu vas là, c'est rarement pour la qualité organoleptique, c'est parce que c'est un endroit où on se rend compte, où on est bien, on peut parler, on tchatche, etc. La fonction sociale du repas est revendiquée si elle est de type éphémère et de type intermittent. Voilà. Voilà, cette relation aux ados qui peut être perçue comme une crise n'a de valeur que dans nos sociétés. Hein. Dans d'autres cultures, elle n'a pas ces mêmes contraintes entre les ados qu'on connaît évidemment. Et puis cette relation aux marques évidemment et aux modèles et aux groupes de personnes auxquels tu fais allusion, l'idée de l'éducation au goût permet une autoconstruction et pas obligatoirement de subir des modèles à l'extérieur de soi. Voilà. Donc il y a des outils pour compenser et partager évidemment ce que tu as perçu avec ta fille qui ne veut pas faire le jardin. On va remercier les deux intervenants et on vous remercie vous d'être venus après tous nos déboires de transfert. Nos déboires et nos démanges. Voilà.